Béat, bonsoir, coucou. Salut Raph. Voilà, comme je disais, deuxième émission de la saison 2, première invitée de la saison 2, première invitée féminin tout court de Futur Immédiat. Alors là, on entame la vraie saison. La saison passée était un tout petit peu expérimentale et plus courte. Mais donc voilà, ce soir, on va parler d'innovation ouverte, Open Innovation. Et pour ceux qui ne connaissent pas Béatrice de Mailleux, en dehors d'avoir eu le très bon goût d'étudier à l'IEX, elle a un parcours dans plusieurs entreprises plutôt orientées tech et innovation. Et elle est maintenant CEO de CoStation, qui est connu pour être un coworking, mais en fait qui développe ici une stratégie d'écosystème d'innovation. Et c'est pour parler donc d'innovation ouverte qu'on est là en ta compagnie, Béa. Pardon, je vois VA, alors tout bascule. Et donc voilà, donc Béa, bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter, toi, ta vie, ton œuvre? Ben oui, donc Béatrice de Mailleux. Donc oui, j'ai eu le plaisir. Donc j'ai fait l'IEX avec certains d'entre nous que je vois aussi sur les réseaux sociaux. Nicolas, je ne sais pas si tu écoutes. Salut. J'ai eu une connexion Facebook aujourd'hui de David de Mazie. Ouais. Donc ça fait des siècles que lui, je l'ai ni vu ni entendu. Et c'est marrant parce que j'ai accepté évidemment et ça m'a fait rire parce que vraiment, moi je garde un super souvenir de l'IEX et je t'avoue que les teufs avec Johan, ça me manque mais vachement. Mais bon, voilà. Ça Ouais. c'est le petit passage IEX. Nostalgie. Ouais, mais qu'est-ce que c'était drôle quoi. Oh. Moi je crois que les cours de son, je sais même pas si je les ai suivis, mais alors, C'était. Johan, ça c'est autre chose, hein. Enfin bon, on n'est pas là pour parler des histoires de l'IEX On n'est et pas du là, fameux Johan. mais on peut, en fait. C'est ça qui est bien sur ce genre de format, c'est qu'on peut à peu près faire ce qu'on veut. Mais donc voilà, effectivement, pour aller, donc, comment t'en es venu progressivement donc, à faire de l'innovation ouverte? On va peut-être expliquer, enfin, termine le parcours peut-être, on est à peine sorti de l'IEX ici, enfin, même pas encore. Non, pas encore. Donc, effectivement, moi j'ai terminé l'IEX et donc j'ai fait pub, mais j'ai jamais voulu travailler dans la pub. C'était vraiment le truc qui m'allait pas du tout. Et c'est peut-être drôle à dire, mais donc c'était dans les années, c'était quoi, 97, et tout début de l'internet. Et moi, voilà, j'étais à fond dans ce truc et je me suis dit, mais c'est vraiment l'avenir. Il faut aller là-dedans. J'ai envie de bosser là-dedans. Qu'est-ce qui est possible? Et donc, comme d'entre nous, bah, j'ai commencé dans une boîte qui faisait des sites web. J'ai le plaisir d'être une bonne bilingue et donc un de mes clients pour qui je faisais leur site, c'était Telenet. Après un an dans la boîte donc Beyond the Net, qui était une agence de web building, enfin de sites, et on avait aussi Rendez-vous, on avait EuroTV, on avait des sites comme ça. Eh bien, en fait, mon client Telenet m'a engagé. Et donc, c'est là où j'ai commencé à faire toute leur stratégie portail, donc contenu sur du portail Internet. C'était vraiment le début du broadband et du challenger de Proximus, enfin de Belgacom. Euh, et après quelques années là, eh bien, je suis arrivée chez Microsoft avec ma meilleure boss de tous les temps, Sylvie Hirzi, que je salue, que j'aime beaucoup, 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 qui a été pour moi le meilleur mentor et le meilleur leadership que j'ai jamais eu. Et donc après plusieurs années chez Microsoft, eh bien, je me suis dit qu'il était prêt pour devenir moi-même entrepreneur. Ça, c'était en 2009, où j'ai moi-même, d'abord, je me suis lancée comme indépendante, et puis j'ai créé deux startups aussi sur Bruxelles avec un business angel bruxellois, que j'ai quitté moi aussi en 2000, donc je lui ai revendu mes parts en Et qui 2017. faisait quoi exactement ces startups? Alors, j'étais déjà dans tout ce qui était, j'étais quand même déjà fort passionnée par tout ce qui était formation et par tout ce qui était méthodo d'innovation et de pouvoir faciliter et mettre des personnes ensemble pour vraiment trouver des solutions sur des problèmes d'entreprise. Donc après ça, on peut appeler ça de l'innovation ou pas, comme on veut, mais en fait, c'était déjà trouver des solutions d'une façon collective à des problèmes bien spécifiques sur des entreprises, enfin pour des entreprises. Euh, et donc j'étais déjà actif là-dedans. Et puis moi j'ai revendu, enfin, je suis sortie en 2017. Et puis j'ai
j'ai commencé chez CoStation en 2018. Ok, et donc là, directement, non, pas directement comme CEO. Et donc, je suis arrivée chez CoStation. Non, non, pas directement. Donc, j'ai commencé à mettre des programmes d'innovation. Moi, je suis une fervente, enfin, je crois à fond dans l'open innovation. Je crois qu'on est beaucoup plus fort ensemble que tout seul, même si c'est pas toujours facile. Tout à fait. Et donc, j'ai commencé à faire les premiers programmes d'innovation et d'open innovation chez CoStation en 2018. On a lancé Internet of Energy en 2019. Donc, ça, c'était en une fois, et tu étais là. Tout à On a fait. été, on a été jeté dans un groupe de 70 entreprises là, qui allait révolutionner le mode énergétique de demain. Et puis voilà, et donc on a trouvé d'autres thématiques. Internet of Energy, ça continue. On est en train de voir pour l'année prochaine aussi. Et puis on a plein de nouvelles thématiques qui se lancent. On a une mobility cette année. En fait, on prend toujours des thématiques qui sont à impact sociétal ou en tout cas à des conséquences pour le citoyen importants, mais où on se dit que pour les entreprises, pour travailler sur ces thématiques de façon Alors solitaire, justement, c'est peut-être peut-être... avant de reprendre, donc voilà, on a parlé de comment tu étais arrivé à l'innovation ouverte. Qu'est-ce que c'est l'open innovation? Qu'est-ce que c'est l'innovation ouverte par rapport à l'innovation de base? Donc peut-être même d'abord, donne peut-être ta définition de l'innovation. Je pense que tout le monde dans le chat sait ce que c'est, mais au cas où il y en aurait un qui ne serait pas ce que c'est dommage qu'on le perde. Donc c'est quoi l'innovation? C'est quoi l'innovation ouverte? Et donc en quoi ça diffère l'une et l'autre? Alors, pour moi, l'innovation, c'est très simple, en fait. Hein. Pour moi, l'innovation, c'est trouver des solutions pour améliorer quelque chose. Et la solution peut être quelque chose de nouveau ou optimaliser quelque chose. Donc, c'est innover par rapport à quelque chose que tu as l'habitude de faire. Et je crois qu'il est faux de chaque fois dire que l'innovation, ça doit être des nouveaux produits, des nouveaux services. Alors, ça existe, hein, donc de l'innovation disruptive, comme on dit, donc qui est vraiment très, très différente par rapport à ce qu'on est habitué à faire dans le quotidien. Mais pour moi, innover, c'est accepter ou de chercher des solutions nouvelles par rapport à plein de choses différentes. Donc, ça peut être faire quelque chose de différent, ça peut être inventer quelque chose de nouveau, ça peut être adapter son business model qu'on a, ça peut être adapter un service qu'on fait. Donc, pour moi, l'innovation, moi, j'ai toujours compris comme euh, améliorer quelque chose qu'on fait. Et en fait, c'est marrant parce que je me suis dit, bon, si Raph me dit présente-toi, qui es-tu? Je me suis dit, en fait, moi, j'ai toujours été, je voulais absolument placer le fait que je suis, entre guillemets, pas une insatisfaite éternelle ou une éternelle insatisfaite, mais je suis quelqu'un qui aime bien optimaliser les choses. Je vois que ce qui me drive le plus, c'est l'efficacité. Et donc, moi, ce que je ne supporte pas, partout où j'ai travaillé, mais même à la maison, et Pierre, heureusement qu'il n'est pas là, sinon, il est au resto, il n'écoute pas. Mais, donc, Pierre, pour info, c'est mon compagnon slash mari, enfin, on rigole là-dessus. Je crois que je suis une éternelle insatisfaite sur l'efficacité. Pour moi, l'efficacité est quelque chose qui est presque maladif. Alors, séance de psy ici, c'est que j'essaie toujours d'aller à fond dans l'efficacité. Et donc, pour moi, l'innovation, c'est justement comment est-ce qu'on peut optimaliser quelque chose pour le rendre plus efficace, mais dans plein de critères ou plein de niveaux différents. Et donc, l'innovation n'est pas que toujours aller inventer des nouvelles technologies. Alors, il y a différents niveaux et différentes innovations possibles, bien sûr, mais elle peut commencer d'une façon très basique aussi, de juste optimaliser quelque chose. Alors, et l'innovation ouverte, pour moi, c'est de dire, ben, en fait, on n'est pas seul à devoir trouver toutes ces solutions. On peut très bien s'entourer, et pas que des consultants qui vont venir le faire pour vous, mais aussi on peut s'entourer avec d'autres entreprises, petites, grandes ou de même taille, enfin peu importe, qui ont ces mêmes questions que vous et avec qui vous allez pouvoir collaborer pour trouver des solutions conjointes. Donc en fait, partager des ressources humaines ou financières pour trouver des solutions ensemble. Et en plus, c'est un learning pour les personnes qui le font extrêmement intéressant. D'accord. Et donc, on parle bien du fait que on met autour de la table plusieurs personnes de plusieurs entreprises, même parfois potentiellement des entreprises concurrentes, pour créer de l'innovation ensemble. Oui, et pas que des entreprises. Hein. Donc, Oui, oui, on est bien l'idéal, d'accord. c'est aussi.
Pardon. d'y mettre, voilà, c'est pour après. C'est ça? Non, 10 mètres, vas-y, et pas que des entreprises. Non, je t'en prie. Il y a un léger lag, et donc à mon avis, on doit s'interrompre comme... voilà. Mais je t'en prie. Ah. Donc l'idéal aussi, c'est d'y rajouter des universités qui ont énormément de connaissances, des centres de recherche qui ont énormément de connaissances et de compétences et de knowledge aussi à mettre à disposition aussi par rapport à cette amélioration, par rapport à cette innovation qui est faite entre ces entreprises. Et pour moi, l'innovation ouverte, et j'en ai beaucoup parlé aussi avec Benoît Gailly, je ne sais pas si tu vois qui c'est pas que des corporates et des startups, ça a commencé comme ça, avec donc corporate, startups et universitaires, et des knowledge partners, comme on dit. Mais le fait de travailler aussi avec des tailles ou des entreprises semblables et dans le même secteur ou, et c'est ça qui est très intéressant, c'est dans des secteurs totalement différents, ça apporte vraiment énormément de nouveau et de la créativité dans des solutions pour améliorer quelque chose. Et du coup, comment ça se passe en termes de ce qui est amené lors de ces écosystèmes, en termes de ce qui est découvert, de qui fait quoi, de qui se partage les droits, enfin pas les droits, mais voilà, le bénéfice qui est dégagé de ça, est-ce qu'il est par essence dans les communs? Est-ce qu'il est la propriété des gens de l'écosystème? Est-ce qu'il est chacun prend ce qu'il veut? Enfin, OK. Alors, pour moi, ces écosystèmes d'innovation qu'on fait ont vraiment un retour sur investissement, on peut dire, ou vraiment ont un intérêt sur 3 niveaux. De un, bien sûr, il y a de l'IP, donc la propriété intellectuelle qui est créée parce que ces entreprises qui travaillent ensemble créer use case, donc créer des projets sur lesquels ils vont travailler ensemble et qui vont lancer. Ce projet peut être un nouveau service, un nouveau produit, une nouvelle façon de fonctionner ou mettre quelque chose sur le marché. Donc, ils créent quelque part une propriété intellectuelle conjointe. Chacun met son IP propre et il crée une nouvelle propriété intellectuelle conjointe. Deuxièmement, ces entreprises qui travaillent ensemble, c'est bien sûr des personnes qui travaillent ensemble. Donc, il y a une valeur non négligeable au niveau, je dirais, du département HR, au niveau de la partie formation dans le cadre d'une collaboration entre personnes qui ont le même niveau ou qui ont le même job. Et donc, je donne un exemple, quelqu'un de la SNCB qui travaille avec quelqu'un de la STIB et qui ont les mêmes rôles par rapport à du data management ou peu importe dans le domaine de la mobilité, eh bien, le fait de faire travailler ces deux personnes ensemble, ça a énormément de valeur aussi au niveau HR et training. Donc, au niveau de cet impact-là, je crois que sur le retour d'investissement de tels projets, c'est intéressant. Et puis, troisièmement, le fait de pouvoir, sur une thématique conjointe, faire du networking très spécifique et très accéléré aussi, vu qu'ils sont dans un... Alors, je viens du domaine des telcos, je viens de Telenet, on appelait ça avant des walled gardens, donc vraiment des jardins gardés, mais qui étaient quand même assez grands pour pouvoir découvrir plein de choses. Donc, ces entreprises qui peuvent être à 30, 40, 50, 60, 70 entreprises ensemble sur une thématique, ça fait un networking qui est gardé, qui est ouvert, mais qui est aussi sécure, enfin, tu vois, qui est... ouais. allez, comment on dit ça? Oui, valid. Enfin, donc, ils ne sont pas en train de se lancer dans du networking comme on peut le faire là avec le verre en main et on trouille parce qu'on a parlé à quelqu'un. Donc, ils sont dans un environnement qui est encore assez, voilà, assez bienveillant et où ils ne doivent pas se lancer à l'eau et avoir une peur de se ridiculiser. Donc, en fait, ces écosystèmes sont non seulement importants sur la création d'IP, mais pas que. Et donc, c'est vrai, dans toutes les thématiques qu'on lance, ou les pitchs et les clients qu'on signe, c'est toujours... Il n'y a pas que la création de nouveaux projets et de nouveaux services ou de cette création d'IP. Il y a aussi tout le parcours d'éducation et d'HR et de training. Et puis, il y a tout le parcours networking d'une façon
Oui, d'une façon rassurante, en fait. Oui, oui. Bon, alors, t'as une fan dans le chat, hein, c'est certain. Donc, il y a VA qui en est à sa 3e ou 4e déclaration d'amour. Donc, voilà. Elle te kiffe et elle voudrait savoir comment on fait pour vendre, faire accepter l'open innovation dans les entreprises. Alors, moi, je vais récupérer la question de VA. C'est comment est-ce que on fait de l'innovation ouverte. Alors, pas dans la façon de la créer, de l'exécuter, mais comment tout d'un coup on dit tiens, on appelle 30 collègues, est-ce que ça peut partir? Alors, toi, je vais te demander de parler de comment toi tu as eu l'idée de le faire, mais en même temps, est-ce que c'est même possible de le faire autrement? Parce que voilà, pour déclencher ce genre d'écosystème, voilà. Toi, comment est-ce que tu le fais et comment est-ce que tu penses qu'on peut le faire autrement? Je vais dire ça comme ça pour raccourcir ma question. OK. Alors, j'ai commencé l'innovation chez CoStation, mais là, pour l'instant, je crois que j'ai une super équipe, mais vraiment une équipe de dingue. Pour ceux qui connaissaient CoStation avant, il y avait l'équipe de Real Estate. Il faut savoir que donc ils géraient effectivement les bureaux Bruxelles, Gand, Charleroi, et au passage un grand bonjour aussi à mes collègues Sandra Invest à Charleroi. Mais l'équipe d'innovation maintenant qui tire les projets d'innovation sont vachement plus nombreux aussi que la partie de l'équipe qui s'occupe de la partie bureau et real estate. Alors, l'approche que nous, on a, c'est de dire ces écosystèmes. Donc, déjà, de un, CoStation se positionne et veut vraiment continuer à développer, à se positionner comme étant l'expert dans la facilitation et dans l'opération de ces écosystèmes d'open innovation. Donc, c'est ça. On va pas mettre le focus sur on est les meilleurs consultants pour faire d'innovation, juste gérer un projet dans une société. On va toujours, nous, mettre cette approche de dire, même si une entreprise a une question d'innovation, on va toujours dire, mais travailler ensemble dans un consortium d'entreprises. Ça peut être des petits groupes, ça peut être des moyens groupes, voilà. Donc, on va toujours nous faciliter et motiver en fait le travail ensemble pour trouver des solutions. Sur les écosystèmes qu'on fait, type Internet of Energy, Mobility, on va lancer maintenant Food et Building aussi dans les 3-4 mois à venir. Là, en fait, on part, nous, de thématiques qui sont, comme je le disais, déjà des thématiques plus larges, des thématiques qui sont adressées dans le Green Deal européen et qui ont aussi, bien sûr, des résonances et des liens très proches avec les 17 SDG et de voir comment il y a un impact là-dessus aussi. Alors, là où on ne veut pas uniquement agir, c'est qu'on ne veut pas uniquement que ces écosystèmes aller frapper à la porte du responsable CSR d'une entreprise et de dire, ben voilà, dans ces écosystèmes, on va impacter tel SDG européen. Nous, ce qu'on veut, c'est que pour ces grandes entreprises, et c'est vrai qu'on se dirige en général, en tant que nos membres fondateurs de ces écosystèmes, à des très ou internationales. En fait, nous, ce qu'on essaye de faire avec ces thématiques d'innovation, est-ce que tu peux répéter ta dernière phrase qui a un tout petit peu frisé? Oui. Je dis ce qu'on voulait, c'était pas que frapper à la porte des responsables CSR des entreprises pour leur dire, voilà, l'Europe, les SDG, le Green Deal, etc. Il faut avoir de l'impact par rapport à ça. On ne veut pas, nous, uniquement avoir cet impact sur ce CSR. On veut aussi, et c'est là aussi mon expérience d'avant, avoir de l'impact par rapport à de l'innovation, par rapport au département d'innovation, business development, new product innovation, etc., etc. Et donc, le constat vient du fait que dans les grandes entreprises aujourd'hui, on a d'un côté le CSR, on a d'autre côté les personnes responsables de l'innovation. Et en fait, quand on pense à l'innovation avec impact, il faut vraiment que ces deux travaillent ensemble et qu'il y ait des touch points. Et donc, le fait de dire, on crée des écosystèmes d'open innovation, donc déjà l'innovation ouverte collaborative, pour pouvoir et développer des nouveaux services, des nouvelles solutions, avoir une roadmap innovative aussi pour votre entreprise. Et en plus, ça rentre dans tes thématiques à impact au niveau
sociétales, CSR, sur lesquelles les entreprises doivent aussi agir, eh bien, c'est ça, en fait, l'approche que nous, on veut mettre dans le marché. Donc, ce n'est pas juste de la discussion en networking, ce n'est pas que de l'innovation sur vous, en tant qu'entreprise, vous devez lancer des nouveaux services et des nouveaux produits. Non, c'est vraiment de dire l'innovation demain doit se faire avec impact et avec un impact positif, bien sûr. Et Raph, tu sais aussi avec les Beyonders ce que c'est. Donc, avoir du purpose, avoir de l'impact positif. Comment est-ce que ces entreprises peuvent travailler ensemble pour avoir de l'innovation à impact positif? Ok, donc oui, effectivement, donc voilà, donc toi tu dis, voilà, en tant qu'entité externe, on est idéalement placé pour organiser un écosystème là où c'est beaucoup plus compliqué quand on est une organisation d'emmener d'autres organisations, même parfois concurrentes ou en tout cas en dehors, et la façon de faire, c'est de proposer un bridge entre le corporate social responsibilities et la vision du good, et la capacité d'innovation. Donc ça, c'est, pour résumer ce que tu viens de dire, c'est les deux grands axes. Donc, oui, et tout à fait. Et l'importance aussi d'avoir ce partenaire neutre. et donc tu prends une série de thèmes comme ça, tu te dis, toi, tu te dis, ok, vous brainstormez, vous trouvez un thème, vous vous dites, ok, là, je pense qu'il y a des trucs à faire, c'est bon, on y va. Et puis là, tu vas taper aux portes et tu essayes de trouver... un peu comme pour organiser un événement genre Africa Tour ou un truc comme ça, tu essaies de trouver 3-4 grands noms d'affiches qui veulent bien venir, et après ça, bingo patate, tu vas contacter les autres, tu montes ta mayonnaise, comment ça se passe? Ben oui, donc il y a déjà tout un travail en amont qui se prépare avec nos responsables d'écosystème. Donc en fait, chaque écosystème travaille avec une équipe bien dédiée. Et en fait, le head of ecosystem, comme on l'appelle, vient en général du secteur. Donc, si on travaille sur la mobilité, ben, le responsable de l'innovation, de l'écosystème mobilité vient du domaine de la mobilité. Au niveau du C'est un food, peu eh le bien, grand architecte, quoi. oui, mais surtout, il a et le réseau et la connaissance du secteur. Sinon, on aura un problème aussi, je crois, de crédibilité. On ne peut pas connaître et les méthodes d'innovation et connaître le secteur. Donc voilà, on fait un grand travail en amont au niveau des challenges, au niveau de ces thématiques. Et puis, oui, et puis c'est le bâton de pèlerin et travailler sur voilà, du scouting bien spécifique en collaboration aussi avec nos partenaires, avec nos actionnaires, et de vraiment voir comment est-ce oui, on développe ces programmes, en fait. Vraiment ça. Ok. Alors, Tanguy posait une question intéressante. Il disait s'il n'y a pas de s'il n'y a pas de département innovation, on rentre par quelle porte pour parler de ce genre de choses? Eh bien, on rentre en fait par les différentes portes, comme je l'ai dit, là où il y a un retour sur investissement. On peut rentrer par une porte HR, on peut rentrer par une porte Business Development and Innovation, on peut rentrer, mais même en fait Business Development, même pour l'aspect networking. En général, on est aussi déjà arrivé par des portes qui étaient sur du BizDev parce qu'en fait, ça permet aussi de rentrer en contact avec différentes entreprises qui ont en fait un accélérateur au niveau de leur trajectoire commerciale à eux-mêmes, en fait. Donc, c'est vraiment BizDev, Innovation et HR. Ok. Et alors, est-ce qu'on peut se passer du C-level, demande Tanguy, qui est bien en verve niveau question? Mais oui, mais c'est Tanguy qui? Tanguy P. Ok. Oui, alors on a l'avantage, en fait, je crois aussi grâce à la maturité de l'équipe et à la maturité des head-off, qu'on est vraiment au niveau C-1. Donc on a la chance d'arriver tout de suite très très haut, tant au niveau national qu'international. Oui. Ouais, donc c'est si dans les trois quarts des boîtes et dans les grands groupes, t'es si-1 parce que ça a l'impact suffisant que pour faire bouger la base, et tu parles aussi level quand tu es sur des boîtes de plus petite dimension, j'imagine. Oui, oui, oui. Et puis on arrive à avoir un chouette impact aussi, où les entreprises internationales voient aussi le fait de pouvoir travailler sur un projet d'un écosystème au niveau belge. On a une population assez diverse, on a des comportements consommateurs très divers aussi, et ils se disent, mais en fait, on va utiliser ce projet belge comme un espèce de petit laboratoire d'innovation. Et si on peut valider toutes ces hypothèses sur ce marché belge, dans un programme qu'on fait nous, eh bien, en fait, après ça, ils peuvent faire un roll-out vers des marchés, vers d'autres marchés.
Ouais, ouais, ouais. Et ben justement, quand tu parce que je pense, enfin, le Internet of Energy, qui est l'écosystème dans lequel Beyonders a participé, enfin, moi j'ai participé avec Beyonders, puis Beyonders en a fait d'autres, mais donc c'est celui qui est le plus loin, puisque c'est le premier. Est-ce que tu peux peut-être parler justement donc, voilà, c'est quoi le but, c'est quoi la ligne d'horizon vers où on arrive, et justement parce que c'est un fameux délire quand même, Internet of Energy. Je veux dire, ça roule depuis un moment, il y a eu des fameux moyens engagés, enfin on n'est pas là pour rigoler, quoi. C'est pas juste du workshop où on colle des post-it et puis on serre la main et on a un beau papier avec un mantra. Enfin là, enfin voilà, je pense que ça vaut la peine d'en parler parce que je trouve que c'est assez représentatif de ce que ça peut faire et aboutir, quoi. Alors donc effectivement, quand on a commencé quelque chose, on a commencé fort, on a commencé avec un écosystème tout de suite avec 70 entreprises qui, de façon active, ont engagé à travailler ensemble sur 14 projets. Donc ça, c'était février 2019, où on a commencé sous la thématique donc de Internet of Energy, l'Internet de l'énergie. Pourquoi? La volonté donc était de dire, OK, le système énergétique aujourd'hui est très enfin, en 2019 et aujourd'hui ça évolue lentement, mais est très unidirectionnel. Ça veut dire que on consomme aujourd'hui de l'énergie, voilà, on n'y pense pas, on ne sait même pas à quel prix là, à quel moment, voilà, on consomme et on ne sait pas à quel niveau. Il n'y a aucune interaction ou aucun retour par rapport à ce que toi, aujourd'hui, tu veux, un niveau de confort, un prix. Si je te disais que le prix était aujourd'hui d'autant, est-ce que tu consommerais ou pas? Donc, en fait, c'est très dans une direction. Et donc, il y a eu la réflexion de se dire, ben voilà, est-ce qu'il y a une possibilité de réinventer ce Energy System of Tomorrow et de dire, ben voilà, on va le voir d'une façon beaucoup plus consumer-centrique. Alors, il faut savoir que le système énergétique dans notre pays et dans d'autres pays européens est très, très régulé et qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut à n'importe quel moment. Et donc, la volonté au niveau de Elia et de la distribution, donc au niveau néerlandophone et francophone, donc Flandre et Wallonie et Bruxelles, était de dire, bien voilà, mettons un groupe de travail ensemble, c'était tout de suite vers 70 entreprises, qui vont réfléchir ensemble à des use cases qui pourraient être des situations de la consommation d'énergie de demain, avec une priorité, c'est qu'elle doit être consumer-centrique. En fait, avec le consommateur, qui soit consommateur résidentiel ou professionnel, au centre de la réflexion et de voir, OK, comment est-ce qu'avec des datas collectées et des datas au niveau de l'utilisation de chez lui, mais aussi des datas par rapport à de la centrale, comment est-ce qu'on peut réinventer le système et montrer aussi aux régulateurs du système énergétique en Belgique, donc vraiment tout est régulé chez nous au niveau de ça, montrer aux régulateurs qu'il y a une autre façon de consommer de l'énergie qui est possible. Il faut savoir que si demain tout le monde achète une voiture électrique, tout le monde a une pompe à chaleur à la maison et que la mode des grandes batteries résidentielles augmente, et bien en fait, tu as tout le grid voilà, il y a un grand blackout. Donc en fait, cette réflexion est intéressante par rapport à l'avenir de la consommation d'énergie. Ouais, Et donc bon. voilà le challenge lancé. Attends, parce Et qu'il donc, y a Matt qui vient d'arriver et qui évidemment me troll parce que j'ai oublié de changer le titre de mon live. Et donc voilà, c'est corrigé. Sorry. Donc voilà, t'as lancé le pitch, tu t'es dit voilà, demain on a des gros challenges pour manœuvrer le monde de l'énergie. Voilà, on a des sociétés. Alors, enfin, pour le savoir, il y avait évidemment des experts en régulation, mais ça m'est venu comme ça. Est-ce qu'on a déjà tenté d'avoir la présence du régulateur? Est-ce que c'est même envisageable ou pas d'avoir dans l'écosystème, y compris le régulateur? on les a eus, hein. Oui, on Oui? les a Ah, eus. bah, Oui, fantastique. on les avait dans tous les boards, ils étaient. Et donc, ils étaient là comme observateurs, mais on les a engagés depuis le début. Fantastique. Et donc voilà, donc l'idée se fait. Pof, vous avez l'écosystème qui se forme, les gens sont, voilà, vous faites votre travail de conviction. Hop, comment ça se passe? Parce que l'idée, c'est, enfin voilà, je tiens quand même à préciser pour la de l'intérieur, c'est un train qui part et qui s'arrête pas avant d'aller jusqu'au bout, quoi. Enfin, il y a des projets qui sont partis pour devenir des réalités sur le terrain. Donc, enfin voilà.
Est-ce que tu peux Oui, oui, oui. reprendre Donc le... en fait, le parcours sur donc depuis qu'on a commencé en février 2019, c'est un parcours d'innovation assez classique. Hein, donc pardon, on part donc vraiment sur toute une trajectoire d'idéation. Donc c'est le design thinking classique, la réflexion sur du business model, la réflexion sur des plans financiers. Il y a toute une partie aussi légale entre le moment où on a l'idée et puis le moment où on commence le vrai prototypage de l'idée. Il y a toute une partie de négociation légale sur justement l'IP que les entreprises apportent et l'IP que les entreprises vont créer. Et là, c'est du cas par cas Et puis il y ou a toute la phase de... est-ce C'est que du cas par cas. Moi, c'est vraiment du cas par cas. donc c'est quand même un énorme taf, j'imagine. J'imagine que tous les acteurs ont pas la même approche, qu'il y en a qui sont plus picky, difficiles ou... Alors, effectivement, c'est du cas par cas et c'est là où je crois que notre programme est assez robuste. On a une gouvernance très claire et très sévère. Donc, on a vraiment une structure de governance board. Donc, on a vraiment une structure de gouvernance qui est très respectée. Et on a un legal library, comme on dit. On a vraiment toute une librairie légale aux différentes phases de ces écosystèmes, depuis le tout début, sur les règles d'engagement, sur le code de conduite des entreprises dans les écosystèmes, sur la phase de négociation d'IP, sur tous les autres points et virgules importants au niveau légal, mais tout en laissant quand même le playground assez important pour laisser l'innovation et la créativité opérer. Et puis en phase de prototypage, bien sûr, toute l'agilité, on travaille en agile sprint, brief, démo et rétrospective comme d'autres projets. Donc, on travaille en mode agile pendant des sprints de 2 semaines et sur un framework de 6 mois. Donc, on a une structure assez gouvernée et à gestion d'IP et légale, mais tout en laissant quand même beaucoup d'ouverture pour la créativité en phase d'idéation et d'agilité en phase de prototypage. Et donc, pour Internet of Energy, on arrive en fait à la fin maintenant de cette phase de prototypage où sur 14 projets en idéation, eh bien, on va livrer là 17 prototypes qui seront prêts à leur maturité différente, à ou bien aller dans une accélération, donc de pouvoir prendre ce proto et l'accélérer vers un marché plus important, ou il y en a qui sont prêts à être industrialisés au sein d'une grande entreprise qui déjà avait négocié les droits d'IP à 100%. Donc, ils sont chacun en fait sur une phase différente dans leur phase d'accélération. Tout à fait. Alors, j'ai 2 questions. La première de le roi du Rennes, Sarah, donc, qui dit au niveau de l'innovation écologique, alors bon, ici c'est plutôt l'énergie, mais évidemment c'est super fort lié, donc on va dire au niveau de l'innovation énergétique. Hein. Sarah, si tu permets le détour de ta question pour rester dans le sujet de l'exemple qu'on donne ici. J'ai l'impression qu'on présente les mêmes solutions depuis 15 ans, éoliennes, voitures électriques, etc., qui se trouvent être des choses qui polluent énormément lors de la production. Y a-t-il de nouvelles idées qui naissent en 2020 par rapport à l'écologie qui ne sont pas des idées recyclées ? Et elle ne l'a pas fait exprès de mettre recyclé à la fin et écologie au début. Mais donc, en gros, parce que je sais que, enfin, je soupçonne quand même un tout petit peu que c'est confidentiel et que tu ne peux pas non plus raconter tout ce qui se passe, enfin, dans une certaine mesure, mais parce que justement, alors effectivement, il y a très peu d'idées radicales dans ce domaine-là en termes de décroissance ou des choses comme ça reste un monde professionnel, mais moi je trouvais qu'il y avait des innovations, mais voilà, je vais te laisser y répondre et voilà, Oui, mais... voilà, Et qu'est-ce que ce système permet de faire qui ne pourrait pas se permettre dessus pour rajouter sur Open Innovation à la question de Sarah? alors, je crois, et on ne va pas rentrer dans un débat politique ni écologique, voilà, je crois que, enfin, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je crois que juste la volonté est clairement, au niveau de tout le domaine énergétique, c'est clairement d'aller vers quelque chose qui soit à impact beaucoup plus positif au niveau de la planète, au niveau des gens. Donc, c'est clair que la volonté y est. La seule chose, c'est on est dans un système, et c'est vrai que j'ai déjà dit, qui est très régulé. Alors, il y a 2 façons d'agir.
ou bien on attend, donc les entreprises attendent que les régulateurs changent la régulation. Donc voilà, on peut attendre, et en espérant que ça tombe dans les priorités politiques à un moment donné ou à un autre, ou bien, et ça a été le Le deuxième cas jour de où on figure aura un qu'on a fait, gouvernement. voilà, mais bah, apparemment il y a le Covid, donc tout est mis on hold là, non? Le Ouais. gouvernement a le Covid, oui, le gouvernement... Non, le formateur, voilà, notre monsieur Lacarte, là, ou comment il s'appelle Oui, celui qui a été voir tout le monde, quoi, donc... Le mec qui passe son temps à aller voir les chefs de Bah ouais, le parti. pauvre, à force de serrer voilà, à force de serrer la pince à tout le monde, il s'est tapé le Covid, le pauvre. Enfin, voilà. Mais non, donc, nous, et ça, en fait, c'est ça, ces écosystèmes, c'est qu'on se dit, au lieu d'attendre que quelque chose change, que ce soit au niveau de l'énergie et des régulateurs, eh bien, pourquoi pas mettre ces entreprises ensemble qui sont quand même à la source, donc au niveau de la transmission et au niveau de la distribution, donc Elia, etc., de leur dire, eh bien, réfléchissez-vous aussi sur ce qui peut changer dans le système de demain et proposer avec d'autres entreprises, que ce soit du B6, du Proximus, du Engie, du Luminus, peu importe, proposer à toutes ces entreprises une façon de fonctionner qui pourrait fonctionner, où tout le monde pourrait s'y retrouver demain. Et donc, c'est ça. Alors, je ne sais pas si c'est une réponse à la question que tu m'as posée, mais c'est le fait de dire ou bien, alors, la volonté est d'office d'aller vers du mieux, mais ou bien on attend que le politique et les régulateurs changent le système, ou bien on travaille ensemble, entre entreprises, on prend une responsabilité. Et quand je dis on prend une responsabilité, c'est les entreprises dans ces écosystèmes, et CoStation en tant qu'opérateur de la sauce, mais ils prennent une responsabilité de montrer, eh bien, en fait, c'est possible de le faire autrement, et économiquement, et au niveau du besoin du marché, et au niveau de la gestion de la consommation d'énergie. Il n'y a rien à faire. Elle n'est pas infinie non plus. Tout à fait. On ne Alors, peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée. alors, effectivement, le chat a passé la 8e depuis que Mathéouche est là, et pourtant, il y a des commentaires de tout le monde, mais le chat, c'est littéralement arrivé à l'arrivée de Mathéouche. Donc bravo Mathéouche, je ne sais pas ce que tu leur as fait, mais parce que c'est pas fallu de grand chose. Alors est-ce qu'on ne réinvente pas la roue Alors personnellement, avant de laisser répondre Béatrice, moi je pense pas du tout, parce que justement ça permet à certaines sociétés d'avoir des échanges qu'ils n'auraient pas en lieu et place. Alors en général, c'est plutôt, c'est un formidable, enfin à mes yeux, l'innovation ouverte est un formidable terrain d'alignement des visions, de compréhension de ce que les autres fonctionnent. Et donc, voilà, c'est pas mal efficace, je trouve, en termes justement de bouger les bases. Mon feeling. Je dis pas que ça va tout changer du jour au lendemain et que mais moi enfin voilà, je trouve que dans le monde corporate, après il y a plein de débats à avoir, mais enfin même pas le corporate, mais dans le monde du business et des entreprises d'un secteur, j'ai trouvé les exemples efficaces, mais il faut voir jusqu'où ça va, faut voilà, c'est pas la seule dimension unique. Voilà, sorry, je prenais la Non, parole. non, mais c'est clair, c'est pas la seule dimension unique. Et il ne faut pas confondre. En fait, des entreprises, idéalement, on doit pouvoir travailler sur des projets en innovation fermée, donc des projets qui sont très core business pour eux, et d'avoir des équipes d'innovation en interne. Et puis, il y a d'autres sujets qui gagnent d'être traités en innovation ouverte. Tout à fait. Alors, je vois le truc et clairement, j'ai très envie de faire un... Je pense qu'on va faire un thème sur l'énergie, le futur de l'énergie et l'Internet de l'énergie, parce que c'est un sujet passionnant. Mais ici, on parle bien innovation ouverte. Hein. Donc, Béa, en fait, elle s'intéresse à l'énergie parce qu'elle en a fait un. Et moi, je la fais parler de cet écosystème-là parce que c'est celui qui est le plus avancé. Mais voilà, c'est plutôt sur à quoi sert l'innovation verte. Et donc, justement, dans ces différents écosystèmes, quels sont les grands bénéfices que toi, tu peux noter pour les entreprises qui participent à l'écosystème et pour l'écosystème? Alors, il y a deux types d'entreprises. Donc, je disais, il y a les grandes entreprises et puis il y a les startups aussi. Donc, on fait toujours un mix des deux. Alors, au niveau des startups qui participent, il y a clairement chez eux, c'est de pouvoir, bien sûr, co-créer une solution dans laquelle eux
pourront peut-être créer quelque chose de nouveau aussi. Et puis, et surtout, c'est assez important, pour les startups qui participent, c'est de créer des liens commerciaux aussi avec les grandes entreprises qui sont présentes. Mm. Donc, c'est vraiment du non négligeable. Donc, eux ont un tremplin. Si on prend par exemple un écosystème à 40 entreprises, eh bien, on a 15 startups et tout le reste, c'est des grosses boîtes. Et donc, les 15, elles ont une relation privilégiée, facilitée aussi pour présenter leurs services. Leurs relations peuvent être accélérées sur du networking par rapport à ces entreprises. Donc, c'est quand même un tremplin non négligeable. Et en plus, elles peuvent proposer leurs services sur la co-création de ces nouveaux services. J'ai cliqué sur le lien Voilà. que Pascal a mis dans le truc pour vérifier et tu as temporairement disparu au profit du lien. Mais te revoilà, sorry. Et donc ça, voilà, ça c'est pour les startups. Et pour, je dirais, l'intérêt de participer pour les grandes entreprises, c'est de leur faire sortir de ces réflexions constamment intramuros sur, OK, comment est-ce qu'on va résoudre des problèmes, comment est-ce qu'on va sortir ou trouver des solutions. Donc, je crois que le networking est très fort et très important au niveau des grandes entreprises. Et l'attraction commerciale est très intéressante pour les startups qui participent. Donc, c'est vraiment, sur ta question, ben voilà, c'est un lien important pour ces deux différents segments et qui est différent. C'est clair qu'une startup ne participe pas pour le même objectif qu'un corporate dans un écosystème. Alors moi, ce que j'ai trouvé, mais je serais curieux de savoir comment les choses évoluent d'écosystème en écosystème, parce que j'ai pas participé au suivant, mais j'ai participé au premier. Un truc que j'ai trouvé au départ, c'est que, évidemment, comme l'innovation ouverte, c'est une auberge espagnole, tu trouves sur la table au centre que ce que les gens y ont apporté. Mais au début, c'était un peu compliqué parce que les gens venaient avec quand même fortement leur carte cachée à regarder c'était quoi le jeu sur la table et voir. Mais tu sentais qu'il y avait quand même encore cet ancien narratif, cette ancienne culture de l'entreprise en concurrence, on prend tout, on lâche rien. Et donc voilà. Et d'ailleurs, c'était pas le cas d'un groupe à l'autre au même niveau. Il y avait des groupes où c'était très fort et d'autres moins. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Je pense que les groupes qui ont le mieux fonctionné, c'est ceux où c'était moins. Mais voilà. Tu me diras si je me trompe ou pas dans ma lecture à semi-distance. Mais voilà, c'est vrai que venir dans des boîtes qui sont encore à fond sur maximiser le profit, se positionner autre, ce qui est un narratif qui est pour moi très ancien millénaire, tu vois. Mais c'est pas facile. Et c'est vrai que enfin, même pour prendre un exemple, même chez Beyonders, où on a une philosophie très ouverte, parfois tu as quand même tes vieux réflexes reptiliens qui te rattrapent et tu vois, à tout d'un coup, enfin voilà. Mais oui. Moi, c'est ce que j'ai trouvé. Et est-ce que ça se lisse progressivement au fil des écosystèmes que tu observes? Est-ce que c'est encore trop tôt? Comment tu vois ça, toi? Non, mais je crois que le comportement enfin, c'est un grand mot, hein, mais de la peur, ça reste présent toujours. Et en fait, la confiance s'installe au fur et à mesure aussi des sessions de travail. Et c'est vrai que les premières sessions, tout le monde se regarde un peu. Ma mère dirait comme des chiens de faïence, mais je ne sais même pas si ça existe encore, cette expression. Écoute, moi je l'utilise encore, même si je suis pas certain. Enfin, je crois voir à quoi ressemble un chien de faïence, mais j'en ai plus vu depuis très longtemps. Ouais. Mais je ne sais même pas, bon. Ben, c'est des chiens en porcelaine qui en général vont par paire. Et donc, en général, les chiens de faïence, ils sont dans un vieux salon qui sent la naphtaline et ces chiens se regardent en général, tu vois. Et donc, ils bougent pas, en fait. Tu vois, il se passe rien d'autre. Et ben voilà. Non, donc la notion de confiance est super importante. Et en fait, cette notion de confiance, elle s'installe aussi grâce, si je peux le dire, à ce facilitateur et cet opérateur neutre que CoStation représente dans le cadre d'écosystèmes. Hein. Donc, on crée un écosystème, on dit on va mettre 30 sociétés ensemble, et s'il n'y a pas quelqu'un qui ne prend ni de l'IP, qui prend aucune participation dans tout ce qui se fait, qui est juste là pour être l'organisateur, le facilitateur, et tu vois ce que c'était hein, pour Internet of Energy, c'est un écosystème que j'ai tiré moi comme responsable d'écosystème en 2019. Bien, j'étais une maman pour ces groupes, donc ils venaient parler, ils venaient se confier, ils venaient dire qu'entre guillemets ils s'entendaient pas avec une autre boîte. Donc c'était, tu te retrouves vraiment
en tant qu'opérateur de ces initiatives comme le partenaire et le hub neutre, tant au niveau de la facilitation qu'au niveau des lieux. Alors, avant Covid, bien sûr, tout se faisait chez CoStation à Bruxelles. Encore maintenant, il y a beaucoup qui se fait en digital aussi, mais même dans le digital, c'est un environnement qui est créé par CoStation et qui est un lieu, un environnement neutre. Donc, ce n'est pas un partenaire qui invite les entreprises chez soi où il pourrait déjà avoir une dominance de quelque chose. Donc, tout à fait, quand tu dis, ben voilà, est-ce que tout le monde n'est pas un petit peu dans la peur de partager? Oui, mais en fait, le fait de pouvoir dire, nous, on est là, on est, entre guillemets, payé par le consortium d'entreprises pour veiller au fait que ça aboutisse. Nous, on s'engage à ça. On s'engage qu'après un programme d'1 an, 1 an et demi, il y a des use cases qui aboutissent, qui arrivent, dans le meilleur respect de l'IP que les entreprises ou des ressources que les entreprises apportent et de ce qui est créé ensemble. Et au plus tu fais ce facilitateur neutre en écoute et à l'écoute de tout le monde et en disant on va quand même avancer, on vous écoute, mais on va avancer. Donc on leur tient par la main pour vraiment aboutir à quelque chose. La confiance s'installe aussi. Super. Alors, tu as le bonjour de Laurent qui vient de faire son entrée dans le chat. Donc voilà, Laurent, mon ami et associé, ami et partenaire devant l'éternel au business depuis déjà quelques années de Béatrice, puisque Beyonders et CoStation collaborent plus que régulièrement ensemble sur main projet. Et donc voilà. Alors Tanguy m'a dit, ceci est une vraie question. CoStation ne se sent-il pas parfois l'otage de stratégies de greenwashing ou de social washing dans ce genre d'écosystème? Alors, ça va être super rapidement répondu. Pour ceux qui me connaissent, il n'y a pas plus authentique et anti-bullshit que moi. Et donc, dès que je sens qu'on tombe dans du blabla pour paraître politiquement correct ou pas, alors je préfère encore me retirer tout de suite et de dire que ça ne nous intéresse pas de continuer. Donc, c'est non. Honnêtement, donc c'est vraiment non. Et je crois que c'est Pascal, c'est ça, bien enchanté de pouvoir une fois en discuter lors d'un café, mais... Alors ça, je refuse. C'est pas Pascal. Patrice, non, c'est Tanguy, mais... Tanguy. Tanguy, mais il est bien aussi, c'est Tanguy. Par contre, Pascal a une question auquel on n'a pas répondu. On a tourné autour, mais on n'a pas répondu. L'IP créé en Open Innovation est-il commun? Ah non. Alors, il est commun par rapport au groupe qui participe dans un groupe. Donc, imaginons, vous avez... 8 projets en innovation, en ideation, donc 8 projets multipartites chaque fois dans la phase d'idéation. Avant de commencer la phase de prototypage, eh bien, il y a la négociation qui se fait par groupe pour pouvoir discuter des droits IP et de la protection à IP apportée et donc des droits d'IP créés par groupe. Donc, dans le groupe 1, imaginons, il y a 5 entreprises. Dans le groupe 2, il y a 5 entreprises. Eh bien, le groupe 2 ne sait pas ce qui est discuté au niveau des MOU légales du groupe 1, par exemple. Ouais. Donc, c'est partagé par groupe, mais sinon, il y a une protection et une confidentialité sur, sur le partage d'IP et sur leur accord entre eux et sur l'idée aussi. Ouais. Bah écoute, ça c'est cool. Et donc, merci pour ça. Ensuite, donc, pour revenir au train, donc... tu as l'idée, tu fais ton roadshow, tu convaincs les mégastars, tu crées ton écosystème, tu démarres, il y a de l'idéation, on arrive sur les bonnes idées, on discute, on démarre un prototype, ce qui est la fin sur Internet of Energy, je pense. Vous arrivez à la fin du proto, hein, c'est ça? Oui. Ensuite, so what? Que se passe-t-il? Voilà tout. Non, je rigole. Après, il y a la phase 3. Et alors, la phase 3, évidemment... Voilà, donc on n'en dira pas plus, mais après la phase 2, il y a la phase 3. Et on est très content. Non, sérieusement, sorry. Non, donc après la phase 2, il y a la phase 3. Alors, la phase 3, bien sûr, c'est comme, je crois que je l'ai déjà dit brièvement, c'est cette phase qui est la phase d'accélération, mais qui dépend très fort de ce qui a été négocié dans la phase légale avant de commencer la phase de prototypage. Donc, il peut y avoir des protos qui ont une volonté juste de démontrer quelque chose et qui ont plutôt des projets de recherche
qui peuvent très bien se dire, ben voilà, avec les entreprises dedans, on a une volonté de démontrer quelque chose, en faire un projet plutôt scientifique ou par exemple pour démontrer quelque chose vers des régulateurs ou pour tester quelque chose de plus complexe avant de passer à un prototype qui va avoir une phase d'accélération, par exemple, sur un testing vers des consommateurs, enfin un testing plus large vers des consommateurs. Donc, en fait, cette phase 3 dans ces écosystèmes sont vraiment propres aux différents projets. Il y a des projets très simples, par exemple, et qui peuvent être prêts tout de suite pour être accélérés ou industrialisés, vraiment un go-to-market très, très large. Dépend, ou bien, enfin, et donc ça dépend aussi, donc ces différents scénarios sont aussi à mettre dans le cadre de venturing, comme on dit, spécifique. Donc, il peut y avoir des cas de figure où on dit, ah ben c'est super, en phase de proto, on a démontré plein de scénarios, on a validé plein d'hypothèses, et donc on va créer une nouvelle startup avec du capital de différentes entreprises ou avec des financiers externes ou peu importe. Et on va créer une entreprise. Ou il y a des cas de figure où ils peuvent se dire, ben voilà, on a démontré des hypothèses ou on a validé des hypothèses et on va acheter une startup qui fait exactement ça. Ou il y a des projets où ils disent, ben voilà, on fait une intégration à 100% du proto et de l'idée dans une des entreprises qui sont dans ce groupe. Mais donc, tout dépend, bien sûr, des discussions que les entreprises ont eues groupe par groupe avant de commencer le proto. Ok, et donc, excuse-moi, j'étais un peu distrait par le chat, mais donc Tu rigolais, évidemment, hein? et c'est Ouais. assez logique une fois qu'on met son esprit dessus, à partir de la fin du proto, il y a autant j'allais dire output possible, mais de possibilités possibles que dans une vraie entreprise. Le proto peut juste être un proof of concept qui démontre la faisabilité ou l'intérêt, on peut en faire un truc, on peut en racheter, okay, donc en fait, à partir de ce moment-là, ça devient de l'innovation classique. Est-ce que, ben non, tu termines ton premier cycle de proto, donc tu ne peux pas me raconter ce qui s'est passé après le cycle de proto, enfin, ou alors je vais te demander aussi les numéros de l'euro million. Et donc voilà. Alors, donc Pascal disait, tiens, pourquoi justement pas en faire un système style Creative Commons? Alors je pense que dans l'absolu c'est une très bonne idée, mais comme c'est des entreprises basées et axées sur la rentabilité, à mon avis ça explique pourquoi ils sont pas prêts d'en faire. Mais voilà, je te renvoie la question, Béa. Pourquoi ne pas faire des J'ai pas Creative compris Commons? la question. Donc il disait, bah, tiens, justement, l'IP qui a été créé lors de ces groupes, pourquoi ne pas en faire un Creative Commons? Oui. Mais c'est justement l'inverse du principe actuel, c'est que c'est semi-open. En fait, ce que tu vois, Pascal, c'est un système complètement ouvert. Ça veut dire que tout ce qui est créé là-dedans devient un Creative Commons. Ce qui, à mon avis, est une excellente idée si tu veux accélérer un changement positif. Mais comme les boîtes se situent quand même toujours dans une logique de profit avant, ça me paraît compliqué. Mais why not? Je sais pas ce que tu en penses, Béa. Oui, mais j'ai pas de réponse toute faite en fait. Je crois qu'il y a énormément de choses qui sont mises en commun aussi. Maintenant, ce qui est créé, ça part effectivement aussi sur cette espèce d'aspect aussi de pouvoir être d'utilité par rapport. Alors, c'est commun par rapport aux groupes, donc les entreprises qui sont dans chaque groupe. Mais de là à dire que tout est commun toujours pour tout le monde et que ça reste, c'est effectivement pas exactement le but du programme pour l'instant, non. Oui, avec le type d'acteurs actuellement autour des tables et le type de mentalité et d'enjeux qui sont ceux du système actuel, quoi. C'est encore trop tôt, mais pourquoi pas? Quelque Oui, part, pardon, mais en fait, si tu regardes, on a fait Co-Responsibility aussi ensemble, qui est oui. aussi un écosystème d'innovation. Donc peut-être tu peux expliquer ce que c'est, parce que pour moi, là, c'est un output qui est déjà C'est tout nettement à plus fait autre commun. chose. Oui. Ouais, c'est tout à fait Donc autre voilà. chose. Tout à Donc, fait. Béa, Bonne parle-nous un peu de question. Co-Responsibility, qui est un autre écosystème. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on l'a fait? Et quels sont, où est-ce que ça va? OK. Alors, donc effectivement, pour ceux qui ont un petit peu écouté, nos écosystèmes commencent toujours par un co. Donc, tu as co-building, co-food, co-mobility et co-responsibility. Alors, c'est la seule petite touche co-station qu'on garde, c'est notre co. Euh, et donc, lors voilà, pour la petite histoire, donc j'ai mon board, moi, donc mon conseil d'administration tous les 3 mois. Et donc, en fin mars, lockdown confirmé, donc tout le monde à la maison, moi j'ai mon board. Et donc là, les entreprises dans mon conseil d'administration me disent, bah, tiens,
on a cette méthode d'open innovation et d'écosystème. Pourquoi est-ce qu'on l'applique pas sur le sujet People and Business Beyond Covid, donc Economic and People Resilience Beyond Covid. Alors en mars, on s'était dit, ça va durer 3-4 mois et réfléchissons déjà à tout ce que les entreprises peuvent mettre en action et d'application en septembre quand on retourne tous travailler. Donc ça, c'était fin mars et on a commencé, donc on a dit OK à l'idée et donc avec l'équipe, on a regroupé des entreprises, ou bien des entreprises qui sont nos actionnaires ou nos partenaires, mais aussi des entreprises d'autres tailles et externes de notre cocon, je dirais, CoStation, pour dire, ben voilà, est-ce que vous voulez réfléchir avec nous sur 3 axes, donc tout ce qui est le purpose des entreprises et leur résilience dans le cadre de cette crise sanitaire, sur l'aspect macroéconomique des entreprises aussi, de voir la responsabilité que des entreprises peuvent prendre aussi au niveau macroéconomique par rapport à cette crise qui impacte tout le monde. Et troisièmement, la thématique sur le digital and people and digital. Donc, comment est-ce que le digital impacte en une fois, d'une façon énorme, notre façon de travailler. Et là où avant on devait demander l'autorisation de travailler à la maison, maintenant on doit demander l'autorisation de venir travailler au bureau. Donc, on se retrouve dans cet impact digital. Et donc, ça c'était fin mars. Et donc, alors je ne sais pas exactement combien d'entreprises, j'ai mal fait mes devoirs. Raph, je ne sais pas si tu sais m'aider. Je sais, co-responsabilité, je sais pas. Non, tu vas devoir te démerder toute seule sur le truc, mais on peut jeter l'éponge aussi. On n'est pas obligé de donner le chiffre, mais il y en avait quelques-unes tout de même. Moi, je reconnais 12 ou 15, voilà, 12 ou 15 de toute taille. Donc, ça va de BNP, Proximus, à des Moniz, à des Watergroup, à différentes tailles d'entreprises, qu'on dit, bien voilà, on va faire toute une séance de workshop en idéation ensemble, tout en digital, pour vraiment trouver des actionnables, des actionables, je ne sais pas comment dire en français, que toute entreprise peut mettre en place par rapport à cette thématique de trouver du sens et vraiment ce purpose-driven companies, des solutions au niveau économique et macroéconomique et des actions au niveau de la thématique du digital pour ses employés. Et donc, on a abouti avec toute une série de mesures ou de possibilités d'actionnables pour des entreprises qu'on a partagées vers toutes les autres entreprises qui n'ont pas participé non plus à ces sessions. Et c'est devenu un pacte je crois que c'est 8 pages ou 10 pages, qui ont détaillé tout le travail qui a été fait, qui est téléchargeable pour tout le monde sur le site de co-responsability.be. Et avec d'ailleurs, on a un événement, un live stream ici jeudi avec Hélène 24 et Akanto, et avec un débat justement sur comment adopter aussi certaines mesures et prendre. Alors ça a démarré de la discussion de dire tout le monde se retrouve impacté, quelle est la part de responsabilité qu'une entreprise, peu importe la taille, peut prendre pour soulager et prendre en main certaines problématiques vraiment liées par l'impact de cette crise. Ouais. Donc, c'était prendre une partie de co-responsabilité dans cette crise. Et donc, là vient le nom. Super. C'est un super projet. Et d'ailleurs, la façon dont les choses se sont faites un peu en mode freestyle et en impro, mais dont la conduite a été faite online, a été très bien gérée. J'ai trouvé ça franchement très, très agréable. Alors, Tanguy, qui est en forme ce soir, nous dit on pourrait parler de partner innovation plutôt que d'open innovation dans un truc où c'est pas complètement ouvert. Et alors, sur quoi moi je trouvais partners peut-être. Sinon, il y a network innovation. Peut-être aussi. L'open étant effectivement plutôt full open, mais bon, effectivement, même si l'open source est l'open innovation est plutôt aujourd'hui dans le sens dont BA fonctionne, même s'il y a effectivement un glissé de termes si on regarde la radicalité de l'open source versus l'open innovation. Mais bon.
Voilà, hein, c'est un débat comme ça. Alors, il se trouve où ce pacte, demande VA. Alors là, VA, tu ne te rends pas compte à quel point je vais devoir me mordre les lèvres très fort pour ne pas donner la réponse traditionnelle en trois lettres, mais il se trouve sur le site Co-Responsability. Co-responsibility, Oui, pardon. co-responsibility, ouais, .be. Point B. Je te l'enverrai après, Véa. Voilà. Alors, on le mettra dans le Discord si tu veux bien. Donc tu peux m'envoyer le lien, comme ça moi je le mets dans le Discord qui est un forum de la communauté et comme ça 100% des participants et même ceux qui passent après peuvent profiter de toute cette mine d'informations. Donc voilà, la possibilité de partager les idées ou de les débattre était une expérience très riche pour tous lors de Co-Responsibility. Et moi j'ai trouvé ça aussi. Alors voilà, il y a eu des expériences intéressantes qui sont absolument hors sujet, mais effectivement c'était marrant de voir comme certains amenaient des idéaux complètement nouveaux ou essayer de dire tiens ben voilà c'est l'occasion de vraiment pousser et comme d'autres Ouais. voyaient les solutions de l'ancien monde comme plus de croissance, moins de régulation et des choses comme ça. Et donc c'est marrant de voir aussi qu'à problème égal, les dogmes et les croyances de chacun vont façonner des types de solutions dont certaines ont l'air surnaturelles pour d'autres. Quand tu es plutôt orienté à dire tiens il faut se réinventer, changer de mode de réflexion et autres, quelqu'un qui vient te dire on va relancer la croissance, on va faire le truc, ça peut paraître surréaliste et pourtant c'est des gens qui sont des experts dans leur domaine. Oui, tout à fait. On a eu des experts. Donc, sur les thématiques, on avait aussi engagé plusieurs experts et ça allait d'un Peter de Keyser, économiste pur et dur, à réfléchir de systèmes économiques divers, jusqu'à Karen Bourg, c'était aussi une experte. Il y avait Youssef Kobo de Seat at the Table, justement, qui réfléchissait sur cette partie plutôt d'intégrité ou d'inclure aussi différentes personnes ou de la diversité. Donc, c'était très, très intéressant parce que justement, on tenait compte de différents critères, de dire, ben voilà, cette résilience post-Covid, comment est-ce qu'on peut la revoir dans les entreprises? Donc, avec plus de diversité, avec un système économique qui pourrait peut-être être différent aussi, avec une utilisation du digital différente. Et voilà, donc c'était... ouais, on a eu effectivement des experts qui avaient un apport riche, mais très divers. Tout à fait. Alors, Mathéouche me relance sur sa question. Il y tient fortement. Il espère qu'on ne lui fera pas le coup des trois coquillages. Les trois coquillages. Mais il voudrait savoir quelle est l'histoire des 5 trombones que tu as dans le dos et pourquoi il y en a un qui est dans l'autre sens que les 4 autres. Alors, au-dessus de ce cadre, il est marqué Chaos German Style. Donc, ça a un peu frisé, mais au-dessus, il est marqué Chaos German Style. Donc voilà, c'est un peu le anarchie en Suisse, avec le mec qui retourne Non, sa German poubelle. Style. Oui, je sais, mais il y a une... c'est Anarchy in Switzerland et tu vois une caméra de surveillance avec un mec tout seul à l'arrêt de bus et à un moment il Ah, pousse la poubelle et elle tombe par terre, tu vois. Voilà, c'est un peu le même genre quoi. Ok, alors donc ça c'était le petit donc voilà, Mathéo est super content, il aime beaucoup. Alors ensuite quoi d'autre. Comment intégrer plus les académiques dans les écosystèmes, demande Laurent. alors, je crois que là, on est vraiment au début. Donc, on leur demande d'être des experts, on leur demande de partager de l'information à la demande. Et là où j'ai vraiment envie, moi, de travailler et d'évoluer encore plus, c'est de les impliquer beaucoup plus dès le début, donc pas que à la demande. C'est d'avoir un apport plus riche aussi au niveau de centres de compétences à disposition aussi et des entrepreneurs start-up ou corporate. En fait, le monde académique a une production incroyablement riche et diverse d'informations qui, eux, ne demandent pas mieux de pouvoir le mettre aussi à disponibilité voilà, de quelque chose par après. Et donc là, voilà, je crois que de temps en temps, il faut pouvoir créer un langage commun. C'est pas toujours très évident de digérer de l'information académique pour de l'utilité
professionnel, entrepreneurial ou d'innovation. Donc il faut savoir le traduire, il faut savoir le mettre voilà, à bonne utilité dans ces écosystèmes. Mais pour moi, j'aimerais bien encore aller plus loin dans de l'implication, encore beaucoup plus au début avec le monde académique, mais aussi choisir les bons, voilà, les bons départements. Et on n'est pas, voilà, il faut voir si tu prends du fondamental, comment est-ce qu'on peut le mettre en appliqué aussi avant de le mettre dans la réflexion innovation et entrepreneuriale. J'ai le sketch d'Alexandre Astier sur la physique quantique qui me vient quand tu parles de chercheur fondamental. Ah oui, ouais, Tu vois, quand il passe les photos, il dit vous ne vous baladez. Le CNRS, après 21h, on n'y fout plus les pieds. Hein. Non, mais j'ai une fois eu une dispute avec une amie, mais que j'adore, et elle m'a dit, elle est prof en recherche fondamentale, en psychologie, je crois, enfin voilà. Et elle m'a dit, écoute, Béatrice, mon métier, c'est de jamais trouver. Et franchement, dans le fait que j'ai trouvé de l'efficacité, je dis, mais c'est horrible, tu te lèves toute la journée et ton but, c'est de jamais trouver. Ouais. Et donc voilà, ça, ça me rappelle la mouche qui pète, des nuls. Tu vois pas la vidéo, la mouche qui pète? Attends, les nuls alors, là... Ouais, j'en ai quand même vu beaucoup, il faudrait que je... J'enverrai la vidéo dans le Discord avec Alain Chabat. Je ne pense pas qu'il y ait un plus grand moment des nuls que la mouche qui pète, personnellement. C'est une fausse pub sur l'appel aux dons pour la recherche. Et donc voilà. Je la mettrai dans le chat. Alors, quoi d'autre Enfin, moi, je la regarde une fois qu'on l'a... Pascal me dit, est-ce que les TTO sont impliqués? Alors, moi, je ne sais pas ce qu'est les TTO. Tu sais c'est quoi les TTO? Pascal, est-ce que tu peux dire c'est quoi les TTO? Technologie Transfer Office. Oui. Est-ce qu'on les a impliqués? Oui, mais en phase de recherche, en phase de préparation. Ok. Alors... Je réfléchis à la question parce que je sais que, par exemple, nous, on peut avoir dans les écosystèmes des sujets ou des projets qui démarrent. Voilà, il dit valoriser les spin-offs des unifs, justement. Ouais. Ok, Ouais. merci peut... Pascal, c'est plus clair pour moi. Ouais, donc on peut avoir, nous, il faut se dire aussi que ces projets ou ces projets qui sont développés dans ces écosystèmes, des longs projets en R&D sur 5 ans. Ou alors, c'est un projet de plus longue durée qui rentre au niveau d'un challenge ou d'une idée potentielle pour pouvoir vraiment le mettre en application de façon plus concrète. Donc, on a... ou quelque chose qui sort de chez nous pourrait être un sujet de recherche plus profond par après. Donc, on a, nous, une partie quand même qu'on doit respecter, c'est le fait qu'on ne part pas sur les écosystèmes avec du prototypage sur 5 ans, par exemple. Donc, on essaye de voir comment faire passer d'une façon in-out, qui puisse continuer une trajectoire après, ou quelque chose qui a déjà eu une phase de recherche avant et qui rentre chez nous après. Ouais. Alors, je sais pas si ça répond à la question. Moi, personnellement, j'ai trouvé que ça faisait du sens. En tout cas, après la question, ça avait l'air de suivre et de répondre un tout petit peu quand même. Peut-être pas intégralement, mais c'est pas grave. Voilà. Pascal est content. Alors, Mathéouche nous dit, je suis fils de chercheur chez UCB. Il n'a jamais rien trouvé, mais sa recherche faisait partie d'un grand tout qui a abouti après sa carrière. Il le savait, il l'avait intégré. Il a bossé plus de 30 ans sur le même champ de recherche. Donc voilà. Donc, visiblement, quand tu es chercheur, ton ego passe après l'avancée générale et donc tu peux effectivement passer ta vie à faire des passes ou à jouer dans un système de jeu qui fait que c'est la victoire. Hein. C'est la métaphore footballistique puisque les Belges jouent contre l'Islande ce soir, semble-t-il. En tout cas, c'est ce que Mathéouche a dit à l'entrée. Alors, écoute... Voilà, moi personnellement, je ne sais pas si vous avez encore des questions. 3-1 d'ailleurs pour la Belgique. Merci Mathéouche de nous tenir au courant du score. 4-1. Ah bon? Bon, soit. Écoute, apparemment, le score va plus vite que la capacité ah oui, voilà, 4-1, de le communiquer dans le chat. Donc voilà, peut-être que d'ici à ce qu'on termine l'émission, on sera à 5-1.
Voilà, Tanguy fait du sabordage. Mais donc voilà. En gros, moi personnellement, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Moi, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout du feed, comme je dis. Je ne sais pas si tu veux souhaites rajouter quelque chose. Alors, VA nous dit donc, on a compris que Béa était une personne inspirante, elle est géniale, point d'exclamation. Puis il y a tout le débat sur le score. Et puis VA nous dit, elle est top, 4 points d'exclamation. Donc je pense que t'as vraiment une fan. En tout cas, si tu cherches à ouvrir un fan club, on peut te prêter notre présidente Mathéo chez moi, elle est aussi présidente de notre fan club. Hein. VA est très enthousiaste, c'est ce qui fait son charme. Et donc elle est très enthousiaste à ton propos aussi. Est-ce que vous avez des questions dans le chat, les gars? Alors si c'est pas le cas... moi, je vais te dire un énorme merci, Béa. C'est super sympa. C'était vraiment un plaisir de t'avoir reçu. Moi, je vais continuer à streamer et je vais basculer. Ah, Mathéo, je dis attends. Donc voilà. Moi, je vais continuer comme ça pendant que les questions se posent. Donc, moi, je vais continuer à streamer. Je vais basculer sur jouer et commenter par un futurologue. Stop in the name of love ou quoi, Groovebox. Donc voilà, donc moi après je vais démarrer Survivre à l'apocalypse, qui est un jeu de stratégie post-apocalypse nucléaire, et je vais continuer à le streamer, comme ça ceux qui veulent rester peuvent rester. Je vais aussi annoncer... Toi, tu peux aller voir le foot. Donc semaine prochaine, on parlera espace et intelligence artificielle. La semaine d'après, on sera en direct de l'acte 3 où je fais ma conférence. Et donc, si tu veux, Béa, tu es évidemment invitée à venir. Voilà, elle sera filmée. Elle sera retransmise sur Twitch, pas dans son intégralité. Je n'ai pas encore de stratégie claire à ce niveau-là. On doit encore discuter avec Matt de qu'est-ce qu'on va faire exactement, mais on sera en direct de l'acte 3. On avait dit qu'on ferait des événements live depuis des endroits. On va faire notre premier test. Hein. Alors soyez indulgents, c'est le premier test. Et puis après ça, je parlerai du programme d'octobre, mais en octobre, on a Valérie Géron qui va nous parler de transition écologique pour les PME. Donc transition écologique, virgule, trop petit pour changer. Et puis après ça, on a Éric Lambin. Alors je sais que tu n'es pas fan de discussion sur Internet, Béa, quand c'est pas une discussion auquel tu participes. Mais Éric Lambin, je vous le... Non, mais c'est pas... C'est tout à fait... il faut dire ce qu'il y en est. Je suis une couche très tôt, donc je vais me coucher super tôt, et donc pour moi 9h, mais moi je suis déjà en pyjama normalement. Mais tu peux être en pyjama avec le truc à regarder. Surtout si tu ne... Alors, tu aurais pu être en pyjama, je pense qu'on n'est pas compliqué ici, mais je comprends que tu n'aies pas eu envie. Mais pour regarder le truc, tu n'es même pas obligé. Tu peux t'habiller comme tu veux, tu vois. Il n'y a vraiment pas de problème. Éric Lambin, c'est un Belge professeur à l'UCL et à Stanford qui est géographe et climatologue. C'est une référence mondiale en termes d'occupation des sols et d'impact sur le climat. Et donc c'est un peu une chance de le recevoir, et donc je ne recommande qu'une chose, c'est de venir voir celle-là en tout cas. Les autres aussi, hein, mais celle-là elle vaut vraiment la peine, je pense. Toutes valent la peine, mais celle-là est plus... Voilà, je ne le connaissais pas, il accepte de nous voir, c'est super sympa. Je serai là, dit Pascal, qui sera effectivement dans le poste avec moi pour interroger Eric. Béa, merci beaucoup, c'était super sympa, je trouvais ça très intéressant, très agréable, avec toujours cette bonne humeur et cette bienveillance qui te caractérise, et donc voilà, c'est super. Tu es la bienvenue quand tu veux, avec grand plaisir, et donc voilà, je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée Raph, bonne soirée. Salut Béa, ciao. Salut. Salut.